Le chant des sirènes. Bonjour, vous êtes dans l'émission Le Chant des Sirènes sur Westrack Radio, la radio associative indépendante du Havre. Depuis plus de 100 émissions maintenant, on parle des femmes, de leurs droits, de tout ce qu'elles apportent à la société. On parle d'égalité entre les femmes et les hommes, ou du moins tout ce qui permet de l'atteindre. Et plus largement, on parle d'humanisme. On rêve d'une société unie, où l'égalité règne. Un monde de tolérance, de sororité, de liberté, d'amour, d'eau fraîche. Alors comme toujours, les sirènes sont présentes ce soir pour s'exprimer, faire part de leur coup de gueule, de leur coup de cœur, de ce qui les passionne ou de ce qui les révolte. Aujourd'hui est une émission un peu spéciale, tout d'abord parce que ce soir ce n'est pas la voix suave et radiophonique de notre célèbre Caro qui vous parle. D'ailleurs Caro, si tu nous écoutes, bonnes vacances. Nous écoute sûrement, oui. J'espère que tu passes de bonnes vacances. Donc ce soir c'est la voix d'une autre sirène qui vous parle, la mienne, et je vais vous partager un véritable coup de cœur. Car nous recevons une invitée très spéciale en direct que nous allons appeler au téléphone. Il s'agit d'Adèle Lyon, jeune femme écrivaine qui a le vent en poupe depuis le début de l'année, qui enchaîne les interviews, les plateaux télé, les récompenses pour son premier livre paru en février, intitulé « Mon vrai nom est Elisabeth ». Vous en aurez plus de détails dans quelques minutes. En attendant, bonsoir les sirènes. Bonsoir. Coucou. Bonsoir. Donc autour de la table aujourd'hui, nous avons Marie à la régie avec ses choix musicaux. Comment ça va ? Fait. Ça va très bien. Écoute, c'est mon deuxième jour de vacances, donc ça va bien. Ça démarre bien. Et bonnes vacances. Merci. Tu nous as préparé encore une super playlist ? Oh oui, tout à fait, diverses et variées. Ça va donner. Bon. Ensuite, nous avons Doris autour de la table. Bonsoir. Moi, je suis à mon 0e jour de vacances. Tout le monde n'a pas cette chance. Voilà. Mais je suis en forme quand même. Et donc, toi, tu vas nous parler d'une certaine Henriette Trémerel. Trémerel. Ouais, voilà. Une dame qui existait au début du XXe siècle au Havre et à qui il est arrivé malheureusement de sales choses. Sombres histoires. Bon. Et nous avons aussi Marine. Bonsoir. Qui est là. Bonsoir. Donc, toi, tu vas nous parler de choses pas très réjouissantes. Mais comme d'habitude, en fait. Je ne sais pas faire autrement. Oui, ce soir, je vais vous parler de mon métier en dehors de la radio, qui est travailler dans une rédaction qui parle de Gaza. Bon. Voilà. Un sujet sensible. Voilà. Et il devait aussi y avoir Anne-Laure, normalement notre journaliste nationale, mais qui est au fond de son lit, donc on t'embrasse Anne-Laure. On lui fait un gros bisou et puis de Doliprane. Voilà, et puis on passera bien sûr, je poserai les questions que tu avais prévues pour Adèle. Et donc maintenant un petit peu de musique, en attendant de retrouver justement Adèle, on démarre avec la sélection aux petits oignons de Marie, avec Catch These Fists. Tout à fait. De Wet Leg. C'est ça, donc Wet Leg, je pense que tout le monde connaît. C'est un groupe de rock britannique indépendant originaire de l'île de Wight, ça fait rêver. Formé en 2018 par deux musiciennes, Ryan Teasdale et Esther Chambers. Elles se font connaître en 2021 avec le titre devenu succès viral qui s'appelle On the Chaise Long, que tout le monde connaît. Voilà, c'est un succès critique et commercial aussi. Voilà, elles ont donné un concert à Brighton il n'y a pas longtemps, fin mars, et le 1er avril du coup est sorti ce single en fait qu'on va écouter, Catch This Fist, annonciateur du second album Moisturizer, qui est résolument apparemment plus audacieux, puissant et insolent, qui sortira le 11 juillet 2025. Donc on écoute Catch This Fist de Wet Leg. When you fall, you should be careful. Do you catch my drift? 'Cause what I really want to know is, can you catch these fits? Man down. Level up. I know all too well just what you're like. I don't want your love, I just wanna fight.
says I'm his type. I just threw up in my mouth when he just tried to ask me out. Yeah, don't approach me, I just wanna dance with my friends. Vous êtes de retour dans l'émission Le Chant des Sirènes. Donc, comme on le disait juste avant la chanson de Wet Leg, nous allons avoir Adèle au téléphone. Et donc, je vais vous présenter Adèle et son livre « Mon vrai nom est Elisabeth ». Déjà, est-ce que tu nous entends, Adèle ? Je vous entends. Ah, Bon, super. parfait. Alors, merci Adèle déjà de répondre à l'appel. Et donc, je te présente rapidement. Tu es normalienne, chercheuse en études cinématographiques. Et c'est lors de ta thèse que tu t'es lancée dans l'écriture de ton premier roman enquête et autobiographique, Mon vrai nom est Elisabeth, qui est sorti en février dernier. Tu es aussi chef de cuisine. Et tu travailles notamment parfois dans un joli café-resto familial tenu par tes parents, si je ne m'abuse, dans la Sarthe, qui a ouvert en 2021, qui s'appelle Jour de fête, en hommage à Jacques Tati, et où on y mange très très bien. J'y ai mangé l'été dernier, c'était un régal. Donc nous recevons Adèle ce soir pour échanger sur le livre qui remporte un succès fou ces dernières semaines, qui parle donc de ton arrière-grand-mère Elisabeth, surnommée Betsy. Et dans ce roman autobiographique, Adèle réhabilite le souvenir de cette arrière-grand-mère qui fut diagnostiquée schizophrène dans les années 50, puis lobotomisée et internée durant près de 17 ans en institution psychiatrique. Adèle nous livre un récit profond, intime, écrit de manière subtile avec une alternance entre des interviews, un récit de soi, un état des lieux, un road trip. Ce livre enquête se dévore, il nous captive dès les premières phrases, qui commencent d'ailleurs par une citation un peu choc d'une lettre de Jean-Louis, un grand-oncle, qui est un des enfants de Betsy. Il écrit « Quand tu liras ces mots, j'aurai fini mes jours après avoir basculé dans le vide depuis le balcon de l'appartement que j'ai loué au 7e étage. » Puis le livre se poursuit avec le récit d'un road trip qu'effectue Adèle avec ses grands-parents entre le Portugal et Paris, et le début du questionnement et de ses recherches sur cette fameuse arrière-grand-mère dont on ne parle pas, qui est un non-sujet et dont on ne dit pas le nom, Betsy. Ce livre fait ressortir tout un tas de sentiments en nous, parfois de l'indignation, de la colère, un sentiment qui est un peu le fil conducteur d'ailleurs de ce roman, une colère qu'on enferme, qu'on tente de maîtriser, celle d'une femme, les humeurs de Betsy. Et l'on utilise donc une technique barbare et controversée, mais très en vogue à l'époque, la lobotomie. Et donc, petit rappel sur la lobotomie, une intervention chirurgicale qui consistait à sectionner un lobe et certaines fibres reliant le lobe frontal au reste du cerveau, et donc une section de la substance blanche par voie frontale ou par voie parfois transorbitaire. Et cette technique mise au point dans les années 30 par le neurologue Egas Moniz, qui est un médecin qui avait reçu peu de temps après le prix Nobel de médecine en 1949. Et donc il faut savoir qu'il y a eu plusieurs études qui ont été menées, et notamment une récente qui m'avait un peu marquée, où des neurochirurgiens ont révélé que sur un échantillon de un peu plus de 1000 patients lobotomisés entre les années 30 et 80, en France, en Belgique, il y avait 84% de femmes. De femmes dites difficiles en psychiatrie. Hystérique. Voilà. On lit aussi dans un article de Véronique Faux-Vicenti qu'il s'agissait surtout de femmes considérées comme dérangeantes plutôt que dérangées, des filles mères, des rebelles, hors des normes attendues, comme l'était un peu Betsy. Donc Adèle, tu es actuellement, justement, je disais, en plein succès, beaucoup d'interviews. Tu as eu le prix littéraire du Nouvel Obs là, il y a quelques jours. Et en cours, il y a le prix Goncourt du premier roman qui est en... Je crois que tu es finaliste, et puis aussi le prix Livre Inter. Enfin, ça
ça n'arrête pas, ça s'enchaîne. Tout à fait. Merci d'être parmi nous. Et je te transmets donc les questions de Anne-Laure, la journaliste normalement qui est avec nous, mais qui est au fond de son lit ce soir, malheureusement. Ah. Mais elle avait préparé, elle avait préparé les questions, puis je pense qu'il y en aura peut-être d'autres autour de la table. Oui. Donc sa première question, c'était en quoi ton travail avec Mon vrai nom est Elisabeth s'inscrit dans une perspective féministe. Vaste question. Oula, vaste question. Auquel j'ai presque envie de renvoyer l'électrice. Mais pour moi, l'important, enfin ce que je considère comme féministe, c'est pas tant de refaire une histoire en prenant en compte le caractère contre les femmes, en fait, d'une certaine dimension de la psychiatrie de l'époque. Il y a ça, évidemment, c'est bien sûr refaire une histoire de la psychiatrie de la deuxième moitié du XXe siècle où on est attentif à quelles sont les conditions, les raisons pour lesquelles des femmes se retrouvent hospitalisées, malmenées, opérées de différentes manières, quoi. Mais c'est pas tant ça qui me semble être plutôt une perspective assez simplement historique que le fait d'essayer de créer de nouveaux imaginaires féminins, de nouveaux personnages auxquels les lectrices actuelles peuvent s'identifier, et donc de transformer un peu ces visages de mauvaises femmes en fait qui parcourent la littérature, donc ces mauvaises mères, ces vieilles folles, ces femmes adultères, celles qui veulent pas avoir d'enfants, toutes ces figures de femmes un peu qui sont toujours les figures de sorcières quoi de la littérature. C'est ça. Celles qui dérangent. Ouais, celles qui dérangent. Il s'agit pour moi d'essayer de créer à l'inverse un personnage qui soit un personnage émancipateur et auquel on peut s'identifier positivement, quoi. Et la dimension féministe de mon travail, je considère qu'elle est plutôt là. Ok. Bonne réponse. Bien répondu. C'est vrai que c'était une question pas évidente pour démarrer. Ensuite, quelle a été la plus grande difficulté dans ce travail ? Est-ce que c'est plutôt la recherche dans les archives des hôpitaux, les interrogatoires quand même avec la famille qui sont bien transcrits d'ailleurs dans le livre, ou les interrogations personnelles ? Qu'est-ce qui aurait été le plus compliqué ? Ça dépend de ce qu'on entend par difficulté. Si difficulté, c'est les obstacles qu'il y a pour trouver des vérités dans mon enquête, des réponses, je dirais que c'est un peu toute l'atmosphère familiale de tabou vis-à-vis de cette histoire qui m'a constamment pas forcément mis des bâtons dans les roues, mais où il y avait vraiment beaucoup de silence à traverser quoi avant d'arriver à quelque chose. Après, si on parle plus de difficultés personnelles, parce que émotivement, ça a quand même été une enquête qui m'a beaucoup sollicitée et qui m'a beaucoup obsédée. Je dirais que oui, un des moments les plus difficiles, ça a été... il y en a deux. Il y a celui où je découvre ce passage d'une thèse de 1950 par hasard en faisant des recherches sur la lobotomie, et où il s'avère que le passage concerne mon arrière-grand-mère. Et là, je découvre des vérités sur qui a pris la décision de la lobotomie, en fait, qui sont très dures à entendre pour moi, et qui viennent de aussi la famille. parce que qui viennent de la famille, et aussi parce que je me dis que je vais devoir transmettre ces informations-là à ma grand-mère et à toute ma famille, et que je sais que ça va être atroce, quoi. Oui. Il y a ça, et après il y a sans conteste tout ce passage dans les archives psychiatriques de Bonneval où on me met à disposition des dossiers de patientes lobotomisées à la même époque et par le même chirurgien que mon arrière-grand-mère Elisabeth, et où là je me retrouve vraiment immergée dans des voix de patientes qui expliquent les effets physiques de la lobotomie après l'avoir subie. Ouais. Et ça, c'est à la limite de l'insoutenable. Oui, c'est ça. Quand même des choses qui sont difficiles à lire, je pense, dans tout ça. Et encore, moi j'ai fait un travail de montage et d'écrémage. Le lecteur n'est pas face à ces archives brutes, parce que dans leur caractère brut, elles sont ultra violentes, quoi. Alors je sais pas si tu as prévu de poser ça. Bonjour Adèle, c'est Doris. Bonjour. Je sais pas si Laura a prévu de poser cette question, mais du coup j'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire. Est-ce que ta famille a lu le livre, et du coup comment c'est passé, comment ça a été reçu? Ça, c'est une question un peu intime et personnelle dans laquelle j'ai pas forcément hyper envie de rentrer. Je pense que ça se décale par rapport un peu au propos du livre, qui n'est pas de mettre en spectacle cette famille-là. Mais je peux juste dire que les tendances qui se manifestent dans leurs propos pendant les entretiens, c'est-à-dire en gros ceux qui sont
pour le fait que la parole circule et ceux qui sont pour que la parole ne circule pas parce qu'elle est considérée comme dangereuse. En gros, ces positions-là se sont confirmées par la suite. Donc, ceux qui avaient besoin que le silence soit brisé ont lu et sont très fiers de ce travail et de voir la figure d'Elisabeth refaire surface dans la famille. Oui, parce qu'il y en a surtout, il y en a certains justement dans le livre qui disent que c'est un non-sujet et que donc, si c'est un non-sujet, pour cela, ça allait rester quoi. Ouais, un non-sujet ne doit pas être un livre quoi. Normalement. Ouais. Voilà. Et alors, depuis l'apparition du livre, là, en février, quels ont été les retours ? On voit que ça s'enchaîne. Est-ce que tu es étonnée par l'impact que le livre a eu sur les gens, sur l'impact médiatique ? Est-ce que tu t'attendais à tout ça ? Non, bien sûr, je m'attendais pas à ça, parce que là, c'est un stade où c'est assez incroyable ce qui se passe, et je pense que personne ne peut s'attendre à ça, en fait. C'est pas possible. Mais par contre, ce que je peux dire quand même, c'est que quand j'ai commencé à parler de mon enquête, au-delà de mon cercle de très proches, donc avec des gens que je rencontrais ou pour diverses raisons, ils me demandaient ce que je faisais et donc je leur racontais ce travail, je me suis quasiment toujours retrouvée dans la situation où la personne en face de moi me disait « Ah, mais c'est dingue que tu dis ça parce que moi, ma mère, moi, ma grand-mère, moi, mon arrière-grand-mère » sur des questions de psychiatrie, donc avec des questions comme ça de femmes psychiatrisées dans la famille et donc d'une sorte d'idée de malédiction de la maladie mentale ou d'impression qu'on est menacé, quoi. Par ce fantôme-là. Et en fait, ça m'est arrivé tellement souvent dans les conversations que j'ai commencé à me rendre compte avant même la sortie du bouquin qu'on parlait vraiment d'un phénomène de société globale, ce dont j'avais pas du tout conscience. Qui parlait à beaucoup de monde. Au début, je crois que c'est juste ma peur d'être folle, quoi. Ensuite, je comprends que toutes les femmes de ma famille ont cette peur, et ensuite, je comprends que toutes les femmes de la société quasiment ont cette peur aussi, quoi. Et donc voilà, disons que cet aspect-là, que ça concerne énormément de femmes, j'ai commencé à le mesurer un peu avant, mais voilà, à ce point-là, je pensais pas. Et puis il y a aussi souvent beaucoup de gens me disent qu'ils le lisent très vite, un peu comme un page turner, que c'est vraiment prenant, etc. Et ça, c'est vraiment des choses que j'avais pas envisagées et qui me rendent hyper heureuse, parce que voilà, moi au départ j'ai une écriture qui est plutôt académique, donc je savais pas forcément si j'étais en capacité de donner envie de poursuivre un récit, quoi. Et donc je suis très heureuse de ça. Mais c'est vrai qu'il est captivant, parce qu'on ne le lâche pas une fois qu'on l'a commencé. Et justement, il est écrit de manière pas académique, parce que tu enchaînes différents styles, même de police d'écriture. Enfin, il y a plein de choses en fait qui sortent un peu du roman ordinaire. Et ça, c'est assez intéressant. Ouais, il y a différentes polices, il y a différents matériaux, il y a les documents, il y a les entretiens et il y a mon récit d'enquête. Mais même dans mon récit d'enquête, il y a différents styles d'écriture, effectivement. Parfois, il y a des choses très intimes et émotionnelles. Parfois, c'est beaucoup plus distancié, en fonction de ce dont j'ai besoin pour écrire face aux problèmes que je traite dans ce moment-là du récit, quoi. Oui. Marie, tu avais une question ? Oui, alors moi, Adèle, j'ai pas encore lu ton livre, mais ça me donne très envie de le lire. Moi, je voulais savoir. Déjà, je trouve que c'est hyper intéressant comme sujet, parce que, j'ai vu quelques documentaires, mais c'est vrai que c'est une histoire en fait qui est invisibilisée, la violence en fait et les souffrances de toute cette psychiatrie en fait subie par les femmes au siècle dernier, quoi. Mais moi, je me demandais comment t'es passé, justement, parce que je crois que t'as fait des études en cinématographie. Et qu'est-ce qui a été... Parce que là, c'est ton premier livre. Qu'est-ce qui a fait que ce déclic, en fait ? Est-ce que justement, c'est l'histoire privée, familiale ? Ou est-ce que tu t'es dit, tiens, je vais écrire un livre et c'était le sujet qui te tendait les bras ? Non, au départ, c'est quelque chose que j'explore un peu dans le livre, on comprend en fond. Mais au départ, il y a deux choses très différentes qui sont cette enquête que je fais sur mon arrière-grand-mère et le travail que je fais en études cinématographiques sur ce que j'appelle le motif du double fantôme. Oui, tu parles de Rebecca d'ailleurs. Que je tire de Rebecca d'Hitchcock, qui sont des récits d'apprentissage féminin où le personnage principal va devoir s'opposer à une autre femme qui est l'incarnation de tout ce qu'il y a de pire, quoi. Donc celle qui veut pas être mère, celle qui est mauvaise épouse, celle qui est adultère, celle qui est menteuse, etc. Et en fait, je travaillais là-dessus même avant d'avoir commencé mon enquête sur Elisabeth, même bien avant, parce que je donnais des cours de cinéma à la fac. Et au bout d'un moment, je comprends qu'en fait, Betsy est mon double fantôme, et que l'enquête que je suis en train de faire, c'est explorer exactement ce même motif, mais d'un point de vue intime et dans mon histoire familiale, quoi. Ouais. Marine, tu as une question ? Ouais, j'avais une question. Bonsoir Adèle. Bonsoir.
Pardon, je suis C'est malade. l'émotion. C'est l'émotion. Mais vous êtes combien sur le plateau en fait? Parce que On vous est m'avez pas 4. dit. On est 4. On est Ok. 4 plus Nestor. Parce Et Francis. Nestor, c'est le chien. Nestor, c'est le chien et Francis, c'est mon fils. Ok. Mais on est 4 sirènes. Voilà. Ok. Oui, je voulais te poser la question, vu que tu as un travail de recherche, comment tu as réussi à concilier le statut de chercheuse et le statut en même temps? Et le statut d'auteur? Le statut d'auteur, comment tu as réussi à te départager à la fois sur le travail des archives et sur le travail de ta famille? Et est-ce que tu as pris la position d'une chercheuse un peu extérieure pour aller aussi parler d'Elisabeth, ou est-ce que tu t'es dédoublée en fait? Ouais, c'est une excellente question et je pense que c'est un peu toute la question de ma thèse livre, parce qu'en fait ce livre vraiment tel qu'il existe aujourd'hui, c'est aussi ma thèse, et sa dimension scientifique, c'est exactement cette question-là en fait. C'est qu'est-ce que ça change de prendre en compte son caractère intime et personnellement impliqué dans la recherche? Qu'est-ce que ça va modifier sur la nature des résultats scientifiques qu'on trouve en fait? Et du coup, c'est moins une réponse qui est donnée exactement à cette question-là qu'une expérience de qu'est-ce que ça fait si on est les deux en même temps. Et en fait, selon les situations dans lesquelles tu te trouves, tu peux être ramené hyper brutalement à un statut de membre d'une famille alors que tu étais là en tant que chercheuse, ou à l'inverse, tu es là en tant que membre d'une famille et en fait tout d'un coup, ce qu'on te dit te ramène à tellement de choses qui sont de l'ordre de la sociologie, de l'anthropologie, de l'histoire, etc., que tout d'un coup tu sors de ton statut individuel et tu te retrouves dans des questions plus scientifiques. Et je pense que le meilleur exemple, qui est une manière de répondre à cette question, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai trouvé cette thèse dont je parlais tout à l'heure, cette thèse de 1950, où justement j'étais à la bibliothèque de médecine de Paris et je cherchais des informations sur l'histoire de la lobotomie, vraiment pour comprendre ce qui s'était passé. Donc j'étais pas du tout sur l'histoire de mon arrière-grand-mère à ce moment-là, et je demande les thèses qu'il y a de médecine sur cette pratique de la lobotomie. On me donne 4 thèses. Et il y en avait une qui était cette thèse d'André Béjot qui avait été écrite à Fleury-les-Aubrais. Et donc je me dis, c'est intéressant parce que mon arrière-grand-mère, elle a été internée pendant 17 ans à Fleury-les-Aubrais. Donc je la prends, je l'ouvre, et en fait la première observation de cas sur laquelle est basée cette thèse, je lis et je me rends compte, avec la date de naissance des enfants, le statut sociologique, l'entourage, etc., je me rends compte que c'est Elisabeth. Mais évidemment, c'est anonyme, etc. Et donc là, typiquement, c'est une situation où j'arrive en tant que chercheuse et en fait, je me retrouve foudroyée en tant que petite fille d'Elisabeth. Et c'est typiquement ce genre de zone que pour moi, cette écriture mi-académique, mais intime, elle a interrogé. C'est en fait, comment on est convoqué parfois intimement dans le scientifique, et qu'est-ce que ça a d'intérêt en fait de prendre en compte toutes ces émotions-là et dans ta recherche scientifique. Et c'est les questions de recherche située qui sont des questions typiquement féministes en fait. Oui. C'est arrêter de prétendre qu'on est posé dans une sorte de rationalité distante des matériaux qu'on travaille, tu vois. Merci beaucoup. Ça donne envie de le lire en tous les cas. Ouais, complètement. Ah oui, Complètement. il faut. Est-ce que toi, ça te donne envie de poursuivre l'écriture? Est-ce que tu as déjà... Ouais, à fond. Alors en plus là, le prix du Nouvel Obs, il est aussi fait pour encourager à l'écriture d'un second livre. Donc j'y pensais déjà avant, mais disons que ça me rend les possibilités plus concrètes. Ouais. Et oui, alors là, j'ai pas du tout eu le temps de m'y mettre avec tout ce qui se passe. Et puis aussi, j'ai besoin de digérer ce texte-là. J'ai besoin de comprendre ce qu'il fait autour de moi, aux lecteurs, aux lectrices, d'en parler. Enfin, j'ai envie qu'il ait le temps d'exister et d'habiter un peu le monde, quoi, ce texte. Donc je l'accompagne au maximum, mais en tout cas à la toute fin de l'écriture, les derniers passages que j'ai écrits, c'est par exemple le passage de la charcuterie, ou le passage justement à Bonneval où je découvre les archives psychiatriques. Et pour moi, c'est des moments où je suis enfin libérée d'un espèce de doute sur ce que l'écriture me fait et où je me place pour écrire. Et j'ai une sorte de confort d'écriture qui arrive au bout de 4 ans d'écriture, finalement, quoi. Et ce truc-là, ce truc un peu tout d'un coup organique de rapport avec l'écriture, ça fait que aujourd'hui j'ai hyper envie d'y retourner. Enfin, j'ai hâte, quoi. C'est juste que j'ai envie que dans mon prochain texte, il y ait la même nécessité d'écrire que celui-ci. Et j'ai pas envie que ça soit anecdotique. Ouais. Ok, faut déjà digérer le premier. C'est ça. Oui. Et toutes les interviews et sollicitations aussi
que tu as. Aussi, Et ouais. puis... Bon, et du coup, la cuisine, c'est pas pour tout de suite alors. Bah si, Si tu tu vas rigoles, je vais à jour de fête justement dans la Sarthe du 1er au 4 mai, je suis Ah. de retour au fourneau. Donc Bah super. ponctuellement, mais quand même. Bon, cool. Bah, ça donne envie de venir déguster Ouais, un si bon vous petit passez plat. dans la Sarthe, il faut c'est aller le à moment. jour de Si fête. vous voulez goûter mes pâtés en croûte, c'est une occasion en or. Et le vin du coin aussi. hein. Et le vin du coin, ouais. Ouais, non, c'est vrai qu'il faut s'y arrêter. Ça vaut le détour. Eh ben, on ira à jour de fête. en lisant le bouquin C'est sur ça. la route. Mais Ouais, on pas mangera encore pas du 10 ans, pâté en croûte parce qu'on est végétarienne autour de la Enfin, table. pas Et toutes. on fait Moi, je suis- nous-mêmes les Que légumes. Nini, Marine n'est pas végétarienne. Non. Il y a Ma aussi mère des, et ma sœur s'occupent du maraîchage, donc c'est les légumes Ouais. du D'accord. jardin. il y a des C'est très bien. bons légumes. Ouais. Non, c'est Ouais, vrai. les légumes sont extraordinaires. Bon. On viendra donc. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Bah oui, on ne te retient pas plus longtemps parce que je sais que tu es prise. Non, mais merci pour beaucoup ce moment. d'avoir répondu à notre appel, de nous Avec avoir plaisir. accordé un peu de temps. Avec plaisir. Et Et merci pour tes recherches, ton livre et le sujet que tu mets sur la table. Ouais, peut-être aussi. on peut rappeler le nom du livre et Oui. de la maison d'édition. Donc c'est Mon vrai nom est Elisabeth d'Adèle Lyon aux éditions du Sous-sol. Voilà, j'espère que ça donnera envie à d'autres de le découvrir. Ah oui, c'est certain. À nous déjà. Merci Adèle. Merci pour tout. Bisous. Au revoir. revoir. Plein de bonnes À choses pour la bientôt, au suite. revoir. Salut. Ciao. Merci. Et donc on enchaîne avec une petite chanson. Ou une petite chansonnette. Bah écoutez, Alors. vous allez pas être déçus. On va envoyer un morceau de Changeline. Donc Up c'est in the une. Bay. Hein Up in the Bay. Up in the Bay, tout à fait, que du coup une autre sirène, Claire, on lui fait des gros bisous, a découverte sur scène la semaine dernière à la Cigale à Paris avec en première partie de Théa. Donc Changeline, c'est une artiste transgenre française de trap metal, enfin c'est rap, punk, c'est très provocateur. Son style est excessivement agressif. Elle se fait connaître grâce à des collaborations avec de nombreux artistes underground. Voilà, c'est de l'alternative punk, rap, musique. Ça oscille entre confiance et introspection. Ça explore la tension entre rester fidèle à soi-même et rechercher la validation. La question clé du pont du morceau qu'on va écouter: suis-je vraiment doué ou fais-je ça juste pour la gloire? Ça illustre le conflit intérieur qui oppose la quête du succès sans perdre de vue qui l'on est. On écoute tout de suite Up in the Bay de Changeline. Moral of the story: pretty bitches don't get tickets. I don't need no one. I'm sick of waiting for the call. Shouldn't need a gun, but I'm a cop before the fall. I don't need the sun catching me out there on a day. I don't need my girl, but I want her inside my space. Catch the difference. What I want and what I need, and the synonyms. What you say and what you mean can be opposites. Oh, I know I sound mean, but we do not fit. I just wanna be up in a bay. 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 Feel like it when I slay. Like no more, don't show me the way. I just wanna be up in a bay. I just wanna be up in a bay. I just wanna be up. Tackling your weakness, challenging your boyness, shadowing my witness. Me up, I love this. Treat myself with good rest. Lucky that I found another crib, another bird nest. I'll make that peace worldwide with no spam. Me no CBD, but they gon' chill, man. Boy, you're a DVD out of your lifespan. All the work you do not make you fucking look cool. Spend money to keep your hands on your tools. That's how I keep on fingering life, and she likes that with every step I am fingering it all that as a cute brat grows. Wait, I be growing up. Boys wanna fuck it while the girls tryna raise her up. Through summer flew around a hot girl. Trotter, I'm a really good licker now, and I just wanna be up. Wanna be up in a bay. I just wanna be up. Wanna be up in a bay. I just wanna be up. Wanna be up in a bay. I just wanna be up. Wanna be up in a bay, and I really like it when I slay on. Trust no more, don't show me the way. I just wanna be up. Wanna be up in a bay. I just wanna be up. Wanna be up in a bay. I just wanna be up. Make a milli, hey. Make a milli, hey. Make a milli, hey. But I don't really give a fuck about the money, hey. About the money, hey. About the money, hey. And I don't even wanna jump for no funny, hey. For no funny, hey. For no funny, hey. But I be feeling like I mess for the new me, hey. For the new me, hey. For the new me, So tell me what I fucking want, got no sympathy for you. Tell me what I need to be happy, wish I knew. I'm a really good girl looking with the brain. Don't wanna be rude, but I hate it when it
wanna be up. Wanna be up in the bed, you kinda wanna be up. Wanna be up in the bed, you kinda wanna be up. Wanna be up in the bed, you kinda wanna be up. Wanna be up in the bed, and I really like it when I stay on. Trust no more, don't show me the way on. I just wanna be up. Wanna be up in the bed, I just wanna be up. Wanna be up in the bed, I just wanna be up. In my bay, if you see what I mean. Eh ouais. Ça, c'est un vrai rire de sorcière. Complètement. De retour dans le chant des sirènes. Doris, je crois que tu avais quelque chose à Oui, je voulais ajouter. dire suite à l'interview d'Adèle Lyon, il y a à Gand un super musée qui s'appelle le musée du docteur Guillain, qui est en fait un asile psychiatrique qui est mi-musée, mi-hôpital en fait. Et ce qui est super dans cet endroit, d'abord qui est magnifiquement beau, donc qui se trouve à Gand, hein, c'est vraiment très facile d'y aller, c'est qu'il y a une première partie qui est un musée temporaire. Donc moi, quand j'y suis allée, ça fait pas rêver le sujet, mais c'était la dépression. Et donc, il y avait des très très belles œuvres sur le sujet. Et il y a un musée permanent qui est consacré à la psychiatrie au fil du temps. Et il y a toute une partie qui est consacrée évidemment à la lobotomie. Et on y découvre des pratiques barbares, alors effectivement sur beaucoup de femmes, mais sur beaucoup d'hommes également, et on se rend compte de ce que c'était à ce moment-là. Et la troisième partie du musée qui est vraiment absolument géniale, c'est un espace d'exposition où ce sont les patients de l'hôpital ou des artistes d'art brut qui sont désormais connus, c'est-à-dire que ce sont tous des gens atteints d'une pathologie qui font des œuvres qui sont absolument incroyables. Et donc je ne peux que vous recommander d'aller lorsque vous allez en Belgique. Donc à Gand, c'est vraiment à 3-4 heures de route d'ici. Oui, hein. c'est pas très loin. Découvrir ce lieu, le musée du docteur Guillain, et c'est vraiment passionnant. Voilà. Merci beaucoup. Une recommandation. Sans transition, on enchaîne avec Marine et donc ton sujet sur être iconographe en temps de génocide. Ouais. Je crois qu'on n'est pas prête. Alors, non, mais je prépare un petit morceau après pour calmer Gilles un peu. Voilà. Ça va pas être film. Ouais, vous m'avez entendu tousser tout à l'heure. Je suis malade depuis un mois. Des petites merdouilles qui passent pas. Je suis désagréable aussi, irascible, et ma colère se porte à peu près sur tout le monde, objet compris. L'histoire de ma vie. L'histoire de ma vie aussi, mais en plus. En plus en ce moment. Alors, j'ai pas besoin de savoir pourquoi, je le sais déjà. Cela date de la rupture du cessez-le-feu à Gaza par Israël le 17 mars dernier. La première nuit, il y a eu plus de 200 morts. Entre le 18 mars et le 9 avril 2025, 23 jours donc, il y a eu environ 224 frappes israéliennes sur des immeubles résidentiels et des tentes pour déplacés. Il y a eu 1522 morts en 23 jours. 36 de ces frappes n'ont touché que des femmes et des enfants. Au 31 mars, au 31 mars, il y a eu 322 morts et 609 blessés chez les enfants en 10 jours. Soit une moyenne quotidienne d'environ 100 enfants tués ou mutilés, selon l'UNICEF. Hier, le dernier hôpital en service dans le Nord a été détruit par un bombardement. Il n'y a aucune aide humanitaire qui rentre. Il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de soins. Gaza est un champ de mort, comme le dit le chef de l'ONU. Un champ de mort où l'on voit le journaliste Ahmed Mansour brûlé vif en direct à cause d'une bombe incendiaire, ou un père porter le cadavre sans tête de son nourrisson. Un mois que l'on voit des explosions qui font voler des corps à des centaines de mètres de hauteur. Un mois que l'on voit ce père à bout de chagrin tendre un micro au cadavre de son jeune fils, journaliste, en lui demandant de continuer à parler. Pour Orient 21, le journal indépendant pour lequel je travaille, j'ai écrit un papier sur comment nous choisissons notre iconographie pour Gaza. Quelles images faut-il montrer ? Comment les images éclairent la manière dont les récits de guerre sont présentés ? Comment rendre compte de la souffrance tout en respectant la dignité humaine ? Ces questions, on y réfléchit tous les jours. Mais je n'ai pas parlé de comment je vis ça. De comment, la journée, j'essaye au maximum de séparer ma tête et mon cœur pour éviter que celui-ci explose. Je n'y parle pas non plus de mes nuits, où les fantômes de la journée reprennent vie pour me hurler dessus.
Je n'y raconte pas non plus que je n'arrive plus à parler à personne. Je voudrais parler que de Gaza, que de ses morts, que de ses hurlements. Et quand je commence à vouloir en parler, plus rien ne sort, parce que mes mots n'ont plus de sens. Ils ne seront jamais à la hauteur de la catastrophe. Qu'est-ce que nous pouvons encore dire ? Je sais qu'il faut continuer à se battre, à en parler, à informer, mais quand on arrive à cracher au visage de la justice internationale, que faire ? Comment continuer ? Les faits sont là, les rapports sont là, détaillés, et dans toute leur horreur crue. Et en lisant un, sur les tortures, sur les prisonniers palestiniens, j'ai dégueulé. Cette fois-là, j'ai pas réussi à séparer ma tête de mon estomac. Les gens qui vont bien en ce moment ne sont pas des gens bien en général, m'a dit une amie. Parfois, j'ai peur de ma propre indifférence, de mon propre relativisme. Je me suis surpris à être soulagée d'un bombardement qui n'avait fait que 20 morts. Parce que les chiffres n'ont plus de sens. Le curseur de l'intolérable est pété. Parfois, quand je choisis une photo d'illustration pour un article, je voudrais mettre la pire, comme pour hurler à tout le monde « Regardez bien ». Mais il y en a des bien pires encore qui circulent sur les réseaux. Je ne sais pas à terme ce que nos sociétés vont devenir après avoir ingéré autant d'horreur tout en constatant que rien ne peut faire bouger cette situation. Parfois aussi, je me sens sale de choisir une photo parce qu'elle est esthétique, bien cadrée, de bonne qualité. Je me sens sale parce que j'ai trié parmi les morts et les désespoirs pour que ça rende bien. Tous les crimes charrient leur flot d'horreur, mais celui-ci a bénéficié du soutien inconditionnel de notre gouvernement. Alors on essaye de se consoler en se disant que l'histoire jugera. Mais l'histoire ne juge que les morts. Faudra-t-il que tout le monde meure à Gaza pour que le jugement se fasse ? Et après nous dirons quoi ? Plus jamais ça. Voilà. Désolée. Que dire de plus ? Bah écoute, j'avoue que là, on est dans un monde effectivement où ça devient très compliqué de croire encore en des valeurs pacifistes, humanistes. Et c'est pour ça que je voudrais remercier Doris, parce que le soir où je suis allée danser au SEM, où tu faisais la DJ New Wave sur des super tubes, c'était un soir où les photos étaient trop dures. Et j'ai dansé sur les montagnes de cadavres, mais ça m'a fait du bien de danser. Bon, avec plaisir. Ça sert à ça aussi, la musique. Oui. Ouais, tout à fait. Et l'art en aller général. danser. Ouais, tout à fait. Et en préparant justement les quelques morceaux de ce soir, je me disais que on n'avait pas beaucoup de pouvoir, nous, ici, en tant que femmes françaises, même si on aimerait changer le monde. Que la musique, voilà, enfin que les morceaux que je préparais ce soir et le fait qu'on prenne les micros aussi, c'était en hommage et en solidarité à toutes les personnes qui sont en train de mourir, tous ces innocents partout dans le monde, hein, on va pas tous les citer, hein, mais évidemment Gaza, évidemment l'Ukraine, évidemment des pays d'Afrique, etc. Et je me dis que peut-être la politique, faudrait que ça change de camp vraiment, que ce soit peut-être que des femmes qui prennent le pouvoir. On sait pas, peut-être ça pourrait changer les choses. Oh, je suis pas sûre. Hein, non, je suis pas sûre. Entre Mélanie ou même la première présidente israélienne. Ou Marine Le Pen. Ouais. Mais il y en a d'autres qui sont bien. En fait, alors donnez-nous le pouvoir à nous. Voilà. Ça va être plus simple, ça va être beaucoup plus simple. Et voilà, mais oui, c'est horrible, c'est juste innommable tout ce qui se passe. Et puis moi, le peu d'action. Je suis heureuse de ne pas regarder ces images, de ne pas les voir finalement. Enfin, j'ai ce débat-là avec mon fils qui a 23 ans. Je pense que ça me ferait dégueuler aussi. Mon fils qui est très... il devient fou de la situation à Gaza et il poste sur les réseaux, dans ses stories, etc., parfois des choses... horribles, qui sont à la limite qui sont insoutenables, ouais, Et quand je lui dis mais tu vois, tu postes ça, on n'est pas prêt. Et puis il me dit mais c'est ça qui se passe en vrai aussi. Oui. Vous n'êtes pas prêt à quoi ? Vous n'êtes pas prêt à voir ce qui est vrai. Ouais. Et donc je suis contente de voir que les jeunes comme ça, enfin beaucoup de jeunes sont aussi très investis dans cette cause-là et il me donne des leçons en fait. Il me donne des leçons. Bah, en fait, ce qui est frustrant, c'est de te dire la barrière de l'insoutenable a été dépassée un nombre innommable de fois. Oui. Moi, je pensais que à la limite, ce serait la petite Inde. Enfin, bref, une petite fille qui appelait au secours, qui était toute seule dans sa voiture, bref. Et
Et puis c'est passé à autre chose, et puis encore à autre chose, et encore à autre chose. Et des fois on dit il faut choquer, mais on choque, mais qu'est-ce qui se passe après quoi. Oui, c'est ça. Le pire, c'est que le monde s'habitue à voir ces images. Et il y a un peu de ça, et il y a un peu de... Quand je disais qu'il y a un relativisme, même sur moi, les 20 morts dans un bombardement, mais même quand j'ai eu les nouvelles sur l'Ukraine, j'ai eu sur le dimanche, là. Et alors, c'est quoi ces peanuts en fait, c'est les choses, elles sont complètement détraquées. Parce que ce qui se passe en Ukraine est horrible aussi, mais j'arrive même plus à voir le caractère horrible de l'Ukraine parce que il y a tellement eu d'autres horreurs à Gaza que tu te dis mais voilà. Et ça m'inquiète pour les guerres de plus tard en fait aussi. Sur qu'est-ce qu'on va tolérer sur les guerres de plus tard, en guerre future. Eh ben écoutez, je vous propose d'écouter quand même un putain de petit morceau d'un groupe. Le titre en fait c'est une reprise de Peaches par le groupe Ditz qui est originaire de Brighton, qui est validé par Joe Talbot de Idols et qui vient de Brighton comme Squid et comme plein de bons groupes talentueux. C'est un quintet au pied solidement ancré dans la noise rock, l'hardcore et le post-punk qui part vaillamment à l'attaque de la catégorie meilleur groupe anglais à guitare abrasive. Ditz assume son goût pour cette musique cathartique et tourbillonnante, vrombissante et névrotique, s'agitant en chœur derrière l'immobilité charismatique et la stature androgyne de son chanteur puissant, comme le morceau qu'on va écouter, Fuck the Pain Away. Qui va bien après ce qu'on... Qui va très bien. Et voilà, donc c'est baiser la douleur pour s'en débarrasser. On écoute tout de suite Fuck the Pain Away de Ditz. Like you wanted me, calling me all the time. Like Blondie, check out my Chrissy behind, it's fine, I love the time. Like sex on the beaches, what else is in the teachers of peaches? Oh, what? Suck it on my titties like you wanted me, calling me all the time. Like Blondie, check out my Chrissy behind, it's fine, I love the time. What else is in the teachers of peaches? Like sex on the beaches, huh? What? Huh? Right? What? Huh? What? Right? S-I-S-I-U-D, stay in school, cause it's the best. IUD, SIS, I stay in school, cause it's the best. IUD, SIS, I stay in school, cause it's the best. IUD, SIS, I stay in school, cause it's the best. I suck it up my titties like you wanted me, calling me all the time. I'm running, check out my Chrissy behind, it's fine, I love the time. What else is in the teachers of peaches? Like sex on the beaches, oh, what? I'm fucking paid away, I'm fucking paid away, fucking paid away, I'm fucking paid away, I'm fucking paid away, fucking paid away, fucking paid away, fucking paid away, fucking paid away. Oui, alors on est de retour. On n'était pas prêtes. Si, tout à fait prêtes. Discuter. On était super prêtes. Alors maintenant, je donne la parole à Doris qui va nous parler. C'est dur de passer après Marine, surtout que je ne vais pas vous donner non plus des nouvelles non, mais bon. hyper réjouissantes. Mais bon, l'avantage, c'est que c'est passé. Donc peut-être qu'on peut se dire, voilà, ça appartient au passé. C'est une histoire de double injustice. Donc. Une histoire de double injustice, en effet. On est le 19 décembre 1917. On est au Havre. Henriette Trémérel a été étranglée
dans sa chambre du 4 rue Racine. Alors la rue Racine existe toujours, mais elle n'est pas placée au même endroit en fait, puisque il y a eu la destruction du Havre entre-temps et le plan du Havre s'est redessiné. Donc nous sommes au 4 rue Racine au Havre et depuis ce soir-là, la justice s'est montrée à la fois aveugle et cruellement lucide. Elle a puni vite, sans chercher à comprendre, car pour elle, une prostituée ne méritait pas mieux, et pour l'opinion, la mort d'une femme comme Henriette valait surtout qu'on donne un coupable à la France. Alors Henriette n'était pas une figure aimée, elle n'était pas de celle qu'on défend. Fille de la rue, 52 ans, elle vivait de ce que la guerre rendait possible, quelques billets échangés contre un peu de chaleur humaine. Comme tant d'autres femmes laissées sur les marges, elle côtoyait chaque jour les soldats venus d'Angleterre ou d'Australie. Son anglais était sommaire mais suffisant pour vivre. Ce 19 décembre, elle reçoit chez elle un soldat britannique. Il dit s'appeler Arthur. Il revient pour passer la nuit, il a bu mais semble calme. Ils prennent un verre de rhum chez sa logeuse puis montent dans la chambre. Une demi-heure plus tard, des bruits inquiétants, des cris étouffés, une porte qui ne s'ouvre plus. Quand la police entre enfin, il est trop tard, Henriette est morte. Le corps marqué, étranglé à main nue. Le soldat, lui, a fui par la fenêtre, laissant derrière lui un drap noué et un mouchoir kaki. Rapidement, un nom tombe, Arthur Wickings. Un homme seul, fraîchement débarqué, griffé au visage et porteur d'un autre mouchoir identique. Il devient l'homme à abattre. La machine judiciaire s'emballe, mais c'est une justice militaire et donc silencieuse. La France est évincée de l'enquête. La cour martiale s'en charge dans une langue, un cadre et une logique bien à elle. Et si l'on écoute ce que raconte le procès, tout semble flou, confus. Des témoignages contradictoires, des horaires qui ne collent pas, une logeuse qui change de version, un accusé qui nie mais que personne ne peut défendre, pas sa faute mais par l'isolement. Wickings ne connaît encore personne au camp, il est seul contre tous. Le doute plane et pourtant il est condamné car il fallait un coupable et parce qu'en face il y avait Henriette, une femme à qui on refuse même le droit à la justice. Son passé est brandi comme un chiffon sale, son métier suffit à ternir sa mémoire. Dans une lettre officielle, un haut responsable militaire français ira même jusqu'à suggérer qu'elle ne valait pas la peine d'un procès, qu'elle était, ouvrez les guillemets, moralement et physiquement contaminée. La sentence contre Wickings, la mort, paraît alors trop lourde, non pas parce que l'on le croit innocent, mais parce que la victime n'aurait pas été assez digne. Le 7 mars 1918, Arthur Wickings est fusillé. Peut-être coupable, mais sans doute sacrifié. Henriette, elle, est vite oubliée. Son nom n'a jamais été gravé sur une plaque. Elle ne fait partie d'aucune mémoire officielle. Son corps, son histoire, sa vérité sont passés sous silence pendant près d'un siècle. Jusqu'à 2012, où deux auteurs britanniques exhument le dossier dans un livre qui s'appelle Murderous Tomies. Ils révèlent alors ce que beaucoup avaient deviné. Cette affaire sent la précipitation, la pression politique et surtout le mépris. Mépris pour une femme sans valeur aux yeux des puissants, mépris pour un soldat trop isolé pour se défendre, mépris pour la vérité. C'est en doute cela le plus douloureux. Dans cette affaire, ni Henriette Trémérel, ni Arthur Wickings n'ont eu droit à la justice. L'une parce qu'elle était trop déshonorante pour mériter l'empathie, l'autre parce qu'il était trop commode à faire tomber. Et c'est peut-être dans ce double oubli que l'on trouve la plus tragique des erreurs judiciaires. Alors, excusez-moi pour ma voix d'outre-tombe. Mais ça va très bien avec le thème. Voilà. Je veux juste rajouter que le soldat Wickings, donc, est enterré auprès de ses frères d'armes dans le cimetière de Saint-Marie, juste à côté. Ouais. Sa tombe est tout à fait normale, bien qu'il ait été fusillé, il n'est pas distingué des autres. Il est mort. Dans l'armée, donc voilà. Donc si vous avez des promenades, si vous aimez les promenades morbides comme moi, vous pouvez retrouver sa tombe. Et puis je voulais dire aussi que j'ai découvert ce livre Murderous Tomies en allant aux archives municipales du Havre. C'est un livre qui est écrit qu'en anglais, mais donc qui parlait de cette affaire. Et dedans, il y avait des photos de la chambre d'Henriette et en fait des photos de médecine légale. De ce meurtre, des photos qui sont extrêmement choquantes. Et quand j'ai réécrit l'histoire pour un ouvrage qui était à paraître, qui est beaucoup plus long que ce que je viens de dire là, parce que je suis vraiment pas rentrée dans les détails, puisque ce qui était très intéressant, c'était notamment le traitement par la presse
de cette affaire par la presse locale, par la presse havraise, qui vraiment accentuait profondément le fait que Henriette était une sale prostituée en fait, et que c'était pas grave, c'était juste une sorte de torchon. Quand j'ai voulu reprendre cette histoire, la retraduire et la réécrire de mon point de vue de havraise, j'ai pu avoir contact avec les deux auteurs du livre et qui m'ont gentiment donné la permission, enfin ils m'ont donné la permission d'utiliser les photos. Donc voilà, j'ai pu visualiser Henriette et son garni, là où elle habitait. On appelait ça un garni à l'époque, c'était une chambre meublée. Et c'est une histoire qui est vraiment terrible, aussi bien pour la victime que pour ce jeune soldat qui avait 20 ans. Et dont on sait qu'il a servi tout simplement il fallait un coupable. On a pris celui qui pouvait pas se défendre et allez hop, affaire suivante. Eh ben, ouais. Dur de rebondir sur tout ça. Surtout que moi je voulais vous parler d'une série. De la série qui est sortie la fin mars sur Bertrand Cantat, de Rockstar à Tueur, le cas Cantat, sur Netflix. Donc voilà, quand la violence heurte au silence médiatique, ça retrace vraiment l'un des faits divers les plus marquants, enfin un fait divers féminicide des années 2000 dans la série documentaire saisissante qui interroge la médiatisation de la violence faite aux femmes et la responsabilité collective face au silence. Enfin voilà, c'est une affaire qui a bouleversé la France. Moi je me souviens encore où j'étais quand j'ai appris ça, parce que à l'époque j'étais fan de Bertrand Cantat, j'étais fan de Noir Désir, et quand j'ai appris ça j'étais hyper choquée. J'étais en vacances en Hollande avec mon ex-petite amie de l'époque et on était sous le choc en fait. On s'est dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est vrai que j'étais dans le déni un peu pendant longtemps, mais là il y a plus aucun doute, c'est vraiment à charge. Enfin j'en doutais pas, hein, mais c'est vrai que là je l'ai trouvé très intéressant ce documentaire et aussi tout justement le traitement médiatique qu'il y a eu quoi. Non mais Marie Trintignant en même temps voilà, hein, elle avait 4 gosses de 4 pères différents, c'est un peu une traînée. Elle-même était un peu hystéro quand même, alcoolique, elle picolait, c'est elle qui a mis la première gifle. C'est ça, et on se rend compte en fait que lui c'est un gros pervers narcissique quoi, et que le mec en plus il était condamné à la base à 15 ans de prison, mais donc c'était en Lituanie, il a pris 8 ans de prison, il en a fait... Non, il aurait pu prendre jusqu'à 15 ans, oui, c'est ça. Si son ancienne femme Christina Radi avait témoigné contre lui. Tout à fait. Et les mecs de Nord Désir. Le fait qu'il l'ait défendu en disant qu'il avait jamais fait de mal a fait qu'il n'a été condamné que à 8 ans. Tout à fait. Et en fait, il en a fait que 4. Et en fait, après, il a été libéré et il est allé vivre chez son ancienne femme. Qui avait 2 enfants avec lui, donc qui a essayé aussi de le sauver. Sauf que elle a fini par se suicider en fait parce que il est revenu chez elle, il est reparti un peu, elle a trouvé elle a trouvé un autre amour ailleurs, et donc Cantat a commencé à harceler le mec, à se rapprocher de plus en plus d'elle pour revenir habiter chez elle, pour l'empêcher en fait d'être libre et de se débarrasser de lui quoi. Tout à fait. Donc le silence tue. Et je pense que tous les mecs de Noir Désir, franchement, j'espère que vous pouvez pas dormir la nuit parce que vous avez laissé une deuxième femme mourir encore à cause de ce mec quoi. Bref, je vous le conseille parce qu'il est vraiment très bien fait, ces 3 épisodes, ça va très vite, c'est court. Affligeant. Mais voilà. Ouais, je me souviens de la couverture des Inrocks sur Cantat, et ça c'est un truc que j'ai jamais pardonné aux passionnel. Jamais pardonné aux Inrocks. Moi l'avantage c'est que je n'ai jamais aimé ni les Inrocks, ni Bertrand Cantat, ni Noir Désir, donc ça a été simple pour moi de répondre à la question, toujours la même question, doit-on séparer l'homme ou la femme de l'artiste. J'ai encore eu cette discussion il y a pas longtemps quoi, avec des gens qui vont voir Détroit en concert et qui me disent mais il a payé sa dette à la société, mais non, mais il a rien payé du tout. C'est une personne publique. Moi qui suis vachement les affaires criminelles, etc. Je suis pour la rédemption, pour le fait qu'effectivement, quand on a fait son temps en tôle, on a le droit à une deuxième chance dans la vie. Mais quand on est un personnage public, on a un devoir de décence. Je trouve, ne serait-ce que pour les gamins de Marie Trintignant, pour ses propres gamins à lui. Faut se rappeler que c'est son gamin qui a 12 ans, pendant que Cantat dormait, qui a retrouvé sa mère pendue, quoi. Donc, je sais pas, par décence.
Oui, par décence, par respect, par je sais pas, qu'il aille faire de l'humanitaire à Gaza, par exemple. Ah ouais. C'est ça. Et quand on voit aussi. Non, je souhaite pas ça au Gaza, oui, franchement. Quand on voit la réaction d'Universal et de Pascal Nègre, je crois. Ah ouais. Mais quelle horreur, quoi. Le business avant tout, on sépare l'homme de l'artiste, mais va te faire foutre. Ouais, mec. ouais. Bah, ce qui était d'autant plus dur avec Noir Désir, c'est que c'était des donneurs de leçons, en fait. Bah, puis ils étaient hyper politisés en Ouais. plus à l'époque, quoi. Donc, c'est un truc qu'on peut pas non plus leur pardonner. C'est... Complètement. Enfin, Alors vous savez que je me suis disputée moi avec Bertrand Cantat. Ouais. À quelle occasion? Et ben on a joué avec eux, avec Noir Désir à Montivilliers, donc c'était en Les années 90. Il y a longtemps. Je sens une pointe de moquerie. Non, c'est l'époque où on écoutait. On était nés, on était là. on était déjà au concert. Non, alors je sais plus exactement. Enfin, vous avez qu'à chercher dans Google Noir Désir Montivilliers, vous retrouverez la date. Et donc on était dans des loges à côté de lui. Nous, on avait nos loges à côté de celles de Noir Désir. 1997. Voilà, 1997. Donc, il y a un petit bail. Hein. Et il y avait un espèce de troupeau de fans, d'ailleurs, principalement des filles, hein, devant l'arrière-salle qui attendaient Bertrand, en criant comme des vrais fans, quoi. Et lui, il était posé dans sa loge avec ses musiciens, donc les mêmes, hein, exactement le même les mêmes trois autres musiciens. Et il buvait son coup tranquille, etc. Puis on entendait les gens dehors. Et moi, je sais pas, de manière très basique, je vais le voir et je lui dis, il y a des gens là qui t'attendent, enfin qui. Et puis je lui dis, tu te comportes comme un connard là. Tu fais quoi? Je veux dire, les gens ils attendent de venir te voir, ils veulent un autographe. En plus, ils étaient pas 2000 quoi. Il y avait. Bouge-toi le cul. Ouais, voilà. Et il me dit. Tu devrais parler moins fort, tu vas abîmer ta jolie voix. C'est moche. Voilà. C'est moche. Okay, je crois que tout est dit. C'est à la fois ta gueule et condescendant. Exactement. Ouais. Tu devrais parler moins fort, tu vas abîmer ta jolie voix. Ouais. Aïe, connard. Donc j'ai pas eu besoin de séparer l'homme de l'artiste, moi c'était déjà fait depuis longtemps. Ouais, enfin moi, bref. Je suis pour qu'on sépare l'homme de l'artiste avec une hache, avec une tronçonneuse, avec. Non mais c'est vrai que ça pose question, hein, franchement, parce qu'il y a quand même énormément de gens qui vont voir Détroit en concert. Mais ça n'existe plus maintenant, hein, c'est fini. Ça joue encore. Ah je sais pas, j'espère qu'ils ont la décence, de ne plus jouer. Ils ont joué. Ils ont fait des concerts, tout à fait après, ouais. Enfin voilà quoi, comme on dit. Moi je voulais juste relayer aussi une pétition en fait de l'association de l'ACETI, donc association havraise de solidarité et d'échange avec tous les immigrés, parce qu'il y a une dame, Maria Gracella, et son mari Atanasio en fait qui sont menacés d'expulsion alors qu'ils ont 3 enfants dont un qui est autiste, qui vivent au Havre, qui ont été elle a porté plainte en fait. Ils habitaient au Brésil avant. Et du coup, elle avait une autorisation provisoire de séjour. Elle a été menacée de mort par son ancien employeur parce qu'elle n'était pas contente de ses conditions de travail. Bref, et là, elle a reçu une OQTF suite à un contrôle d'identité, et donc ils viennent la chercher le 18 avril, donc dans 4 jours. Elle a été convoquée par la police française, voilà, pour être renvoyée chez elle, où elle va sûrement mourir là-bas aussi, et laisser sa famille seule aussi. Donc n'hésitez pas à aller signer la pétition de la CETI, parce que même à nos portes, oui. La violence est là. Ces enfants resteraient ici, en fait, c'est ça? Tout à fait, et ouais. Elle repartir. Ouais. Voilà, bon bref, pour finir, est-ce que vous avez une chose à ajouter, les filles? Un coup de cœur, un coup de gueule? Je crois que toi c'est bon, t'as déjà donné. Moi j'ai donné mon coup de cœur. Je suis un peu... J'avais envie de dire mais c'est pas obligé. Je sais pas, j'ai envie de dire qu'il faut quand même croire en quelque chose, quoi. Enfin, on peut pas, surtout quand on a des enfants, quoi. Enfin, clairement. Oui. Il faut continuer J'avoue, pardon. Il faut continuer de bagarrer, quoi. Complètement. Après, moi, je m'en veux aussi. C'est vrai que ces derniers temps, tu vois, j'écoute plus les infos, j'écoute plus la radio, parce que ça me détruit, et je sais pas comment tu fais, Marine, de voir ça tous les jours et d'être au fait de l'actualité, etc. Mais je fume énormément de clopes. Ouais, peut-être je vais te passer autre chose. Moi, je suis rendue à avoir mes radios classiques dans ma voiture. J'écoute même du jazz. Non, mais c'est clair. Moi, j'ai éteint France Info.
Et voilà, enfin, je pense qu'on croit en plein de choses, on croit à la beauté de la vie, au monde, qu'on pourrait vivre autrement, en se respectant, même si on n'est pas d'accord sur plein de choses. Enfin, la vie est importante, quoi. Et la vie humaine aussi, quoi. Donc, Et courte, donc voilà. Je vous propose qu'on finisse par un petit morceau d'un groupe qui s'appelle Soft Play, anciennement Slaves, qui est un groupe britannique. Ce soir, on est très British. Ouais. C'est du punk rock, ils sont originaires de Royal Turnberth Wells en Angleterre. C'est un duo de ouf en fait, c'est un duo super. Et là ils ont fait un feat avec Kate Nash, qui est une artiste aussi, chanteuse, compositrice anglaise. Elle fait plutôt du pop, un peu folk. Et là ils ont fait un morceau ensemble qui s'appelle Slushy et ça déchire. On vous retrouve dans un mois. Merci, accrochez-vous. On croit. Et puis bravo, Laura. Voilà. Ouais. Présentation. On va presque dire à Caro qu'elle revienne pas. J'allais dire Caro, elle va te faire de toi. Caro, tu nous manques. Oui, gros bisous, Caro. Après, si on propose à Caro de pas revenir et de rester en Italie. Ouais, je pense qu'elle serait d'accord. Je crois qu'elle est pas en Italie. Là. Non, je crois qu'elle est revenue. Donc attention, elle va nous envoyer les textos là après l'émission. À dans un mois. Ouais, gros bisous à toutes les sirènes et bisous à tout le monde et peace and love. Peace. Suck.